Et bonjour à tous, on se retrouve donc en ce dimanche 14 mai. On arrive enfin en été et la volatilité, elle, commence à partir. On se retrouve aujourd'hui pour un brief sur le S&P 500. On est actuellement sur le chart du contrat E-mini, qui est le contrat le plus liquide, le plus échangé au niveau du S&P. Alors, ce fameux S&P, alors pour le coup, on est toujours sur les mêmes zones qu'on a vues la semaine dernière, donc sur cette grosse résistance annuelle, résistance du coup qui est là depuis le mois de mai, donc bientôt un an qu'on est dessus. On a réussi ici à la percer une fois donc en août, mais c'était directement pour la réintégrer. Et là pour le coup, donc on a essayé de la casser en décembre, on a essayé de la casser en février, et là pour le coup, ça y est, on est enfin sur une cassure probable. On voit que là, on est vraiment en train de travailler en dessous pour essayer de passer. Alors, cette résistance, en réalité, elle catalyse quoi? Elle catalyse toute l'incertitude au niveau des taux, au niveau de la montée des taux d'intérêt, au niveau de la Fed, au niveau des Fed Fund Rates. Si on commence à regarder la montée des taux par rapport à l'indice, on voit que voilà, on a en réalité à chaque fois qu'on a eu donc un changement de taux, surtout qui a fait baisser donc l'exponentielle de la courbe, on voit qu'on est venu donc taper la résistance. On l'a eu ici, on l'a eu ici, et maintenant on l'a à ce niveau-là. Et donc dans le cas contraire, à chaque fois qu'on est venu augmenter l'exponentielle, on a eu donc par exemple ici donc le fameux bottom lorsque la Fed a augmenté de 50 points de base. Donc pour le coup, on voit qu'on est vraiment en train de travailler en dessous de la résistance, qu'on a essayé de la casser, donc une fois, deux fois. C'est possible que l'on vienne chercher cet order block et combler ce gap avant de vraiment la break. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné qu'on est en été et le baisse de volatilité, il y a la possibilité qu'on ait du coup un espèce de range ici, peut-être venir chercher l'order block là et enfin retourner ranger et break de la résistance pour peut-être la rentrée septembre quand on aura les financiers qui reviendront de leurs petites vacances. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est donc de comparer la résistance qu'on a ici sur le S&P par rapport à celle du Nasdaq qui avait quasiment la même et qui, elle, pour le coup, est déjà venue la break. Donc ici au niveau du Nasdaq, on voit que les valeurs tech sont vraiment plus bullish, que on a eu donc beaucoup moins déjà de replis sur la hausse. On voit ici que des remplis, on en a eu un, on en a eu deux. Là, on va peut-être regarder le troisième. Ici, au niveau du Nasdaq, bon, une fois qu'on a fait le bottom, on a fait un seul repli. Et là, du coup, on a travaillé comme on est en train de le faire sur le S&P, en dessous de la résistance. Et ça y est, on a commencé à l'attaquer pour passer à travers. Alors, il faut aussi comprendre que le fait qu'on ait certainement la fin des levées de taux donc qu'on a eu en mai, qui se confirmera en juin, sera peut-être du coup le catalyseur qui fera que le S&P suivra directement le Nasdaq qui lui a déjà pricé cette nouvelle. Donc 6 juin, pas de hausse de taux, on a un Nasdaq qui viendrait certainement break les 13 720 points. Et S&P qui pourra enfin break cette fameuse résistance qu'il a quand même essayé de break 3 fois par le passé. Mais je disais donc, si on compare en réalité cette résistance qu'on a sur le Nasdaq et qu'on regarde par rapport au Bitcoin ou à l'Ethereum, ben on peut voir que en réalité les deux sont sur des grosses zones de travail. Pourquoi? Parce que donc pour le Bitcoin, on est en train de travailler la zone juste en dessous du gap. Et une fois qu'on aura break, donc le plus haut, qu'on aura eu assez de liquidité pour venir donc passer ce gap, là on pourra avoir un retour très haussier. Pareil pour l'Ethereum, c'est même beaucoup plus visible sur Ethereum. On est vraiment plus proche du gap. Mais là-dessus, donc toutes les valeurs qui ont été donc sous-évaluées et qui ont extrêmement baissé dû à la hausse de taux, dû à la montée du dollar, on peut voir que ça y est, ils sont revenus les zones techniques
qui leur permettront de repartir sur des gros mouvements haussiers, comme on a connu donc précédemment 2018, 2019, 2020, etc. Là pour le coup, donc on a ici le gros gap à passer pour Ethereum et Bitcoin. Au niveau du S&P, pardon, c'est la grosse résistance annuelle. Et au niveau du Nasdaq, pareil, grosse résistance annuelle. Donc voilà, on attend pour l'instant. Vu la baisse de liquidité qu'on peut voir par exemple sur le VIX, là on voit ici la moyenne mobile qui est complètement en train de baisser, donc c'est l'été, c'est normal, on a une baisse de volatilité, mais surtout on a un fin de paradigme, donc on a la guerre en Ukraine qui commence vraiment à stagner. On voit que la ligne de front ne bouge plus. On a des accords commerciaux qui, ça y est, ont été mis en place. On a au niveau de la Fed, pardon, certainement la dernière hausse de taux qui a été faite en mai. Là aussi donc, un paradigme qui rendait les marchés incertains, qui est certainement effacé. Donc, on aura la confirmation en juin. Donc, pour le coup, on a eu la grosse correction de 2022, voilà, qui a été donc fin de Covid, inflation, guerre en Ukraine, montée de taux. Pour le coup, l'inflation, ça y est. Alors, au niveau des US, elle est donc à 3,50 reportée par Triflation et elle est à 4,90 reportée par le gouvernement. En tout cas, elle est toujours baissière et pour le coup, elle commence à vraiment être exponentielle à la baisse, c'est-à-dire que là, vous avez des grosses chutes. Au niveau de la hausse de taux, on a certainement atteint le dernier point. On verra du coup au niveau du 14 juin si on aura la confirmation. Au niveau du chômage, alors on a eu les chiffres du chômage, allocation initiale de chômage de la semaine dernière qui étaient supérieurs aux attentes, vous voyez 264. Ce qui signifie que le marché du chômage réagit enfin. Donc là-dessus, tous les paradigmes qui rendaient incertain l'exposition sur les marchés commencent un à un à s'effacer et c'est pour ça du coup qu'on a le marché qui price enfin un retour de la croissance, du moins un fin de ces paradigmes qui pouvaient rendre incertain la croissance, qui fait que les cours reviennent sur leur résistance ou sous les zones techniques pour les crypto-monnaies. Alors, donc comme expliqué, au niveau de l'été, on peut s'attendre peut-être à un retour sur cet order block, fermer le gap, puis retour sur la résistance ou directement break la résistance sans revenir sur les zones techniques. Après, voilà, le S&P, on peut voir ici qu'il est revenu sur l'order block, combler le gap. Ici, pareil, il est revenu sur l'order block. Donc là, on peut s'attendre avec un aussi beau gap et un order block comme ça. On peut s'attendre à un retour dessus. Mais c'est possible que ça ne vienne pas tout de suite étant donné la faible volatilité des marchés en été, avec du coup les financiers qui sont en vacances. Encore une fois, on peut le voir sur le VIX. Au niveau du dollar, on a eu un rebond. Donc là, après, pour le dollar, on a un peu une pattern inverse à celle du S&P. Vous voyez, on voit qu'ici, le S&P, donc, il est au-dessus de la résistance. Voilà, il essaye de venir la chercher. Puis là, on a une accumulation du dollar. Ici, vous avez une distribution du S&P. Maintenant, c'était à prévoir au niveau du dollar. Pourquoi? Parce que du coup, on était baissier sur le dollar sans avoir break les plus hauts depuis le 24 mars. Autrement dit, ça fait quasiment 2 mois que le S&P, le dollar, pardon, le DXY était baissier et n'allait plus chercher de liquidité baissière. Donc un actif ne peut pas baisser indéfiniment. Il faut bien que des personnes vendent cet actif pour qu'il continue à baisser. Et pour le coup, on n'avait plus aucun vendeur. Donc tous les vendeurs étaient en positif, tous les vendeurs étaient ici. Donc ici vous avez un high qui est protégé, ici un autre high qui est protégé, ici un autre high qui est protégé. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, vous avez besoin de liquidité baissière si vous voulez continuer un mouvement baissier. Or, les personnes qui ont shorté ici ont mis leur stop loss où sur le dernier high. Les personnes qui ont shorté ici ont mis leur stop loss où sur le dernier high. Et les personnes qui ont short juste ici ont mis leur stop loss où sur le dernier high. On est venu chercher donc la liquidité baissière à ce niveau-là. Peut-être qu'on ira chercher la liquidité baissière à ce niveau-là. Et pour finir, on aura, c'est possible, mais à voir comment réagiraient les autres devises, donc les sous-jacents par rapport au dollar, pour voir si le dollar viendrait break aussi la liquidité qu'on a au-dessus de ce high qui est juste ici. Donc liquidité baissière pour continuation baissière au niveau du dollar. Après, avec tous les paradigmes qu'on a eu, donc c'est toujours intéressant de voir que
la psychologie des marchés. Les marchés réagissent toujours inversement à la psychologie. C'est-à-dire que ici, tout le monde est baissier pour le dollar, hop, le dollar en profite pour venir chercher de la liquidité baissière pour continuer le mouvement. Donc toutes les personnes ici ont raison d'être baissières sur le dollar, mais elles ne sont pas dans le bon timing. Pourquoi? Parce que vous avez trop de liquidité baissière accumulée ici et on ne peut pas faire gagner tout le monde. C'est le principe des marchés. Si vous achetez à découvert ou vous vendez à découvert, vos gains sont les pertes d'une autre personne et vos pertes sont les gains d'une autre personne. Donc ici, si on veut que les personnes soient gagnantes sur la chute du dollar, il faut qu'ils récupèrent soit des lots, soit des profits. Autrement dit, tous les personnes qui avaient shorté le dollar sur cette zone-là n'avaient jamais récupéré de profit, à part ici, donc vous avez quelques bougies haussières qui peuvent être des prises de profit. Mais ici, voilà, vous avez premièrement des grosses prises de profit de tout ce mouvement baissier. Donc, quand je suis short, je dois acheter le marché pour sortir de ma position. Donc, ici, toutes les personnes qui sont short ont acheté le marché, donc sont sorties de leur position ici, voilà, sur cette pattern de drapeau descendant. Je ne connais plus le nom de ces patterns. Mais du coup, ici, donc vous avez une prise de profit de ces mouvements short qui peut aussi permettre à d'autres de rentrer en short. Pourquoi? Parce que ces achats peuvent être des ventes en contrepartie. Vous avez toujours un acheteur pour un vendeur. Donc voilà, à voir si le DXY continuerait son mouvement haussier. S'il continue son mouvement haussier, ça pourrait permettre au S&P de retourner sur cet order block, de combler ce gap et d'enfin pouvoir premièrement récupérer de la liquidité haussière, donc en breakant ses plus bas, de fermer l'order block et de continuer le mouvement haussier pour break la fameuse résistance. Au niveau des bonds à 10 ans, alors là-dessus, pareil, on voit l'incertitude au niveau de la montée des taux qui se réduit. Donc on a premièrement réduit cette inconnu qui est va-t-on continuer ou pas la montée des taux dans cette espèce de range. Et là, on le réduit encore plus sur est-ce que c'était la dernière montée des taux. Si jamais c'était la dernière montée des taux, on peut avoir un bond à 10 ans qui stagnerait donc entre les 3,20 jusqu'au 3,60, 3,70. Donc ça serait du coup ici la zone des obligations d'État à 10 ans, ce qui pricerait complètement l'inflation qui se trouve du coup pour l'instant entre les 3,50 et les 3,90. Donc ça pourrait être intéressant à surveiller. Si jamais on venait break le range donc par le bas, ça pourrait annoncer un retour des capitaux sur le dollar. Si on venait à le break par le haut, ça pourrait annoncer que les personnes sortent de leurs obligations. Donc le contribuable américain est obligé de mieux rémunérer les personnes qui lui prêtent. Au niveau de la productivité des entreprises, donc le S&P par rapport au pétrole. Donc on voit ici, quand on regarde le S&P, qu'on avait donc énormément de retours sur les capitaux. De retour sur les hausses. C'est-à-dire que ici vous avez une hausse, hop, directement une baisse. Ici vous avez une hausse, hop, directement une baisse. Et au final, on reste sur cette résistance annuelle. Alors au niveau du S&P sur le pétrole, c'est-à-dire la productivité des entreprises, pour le coup, la productivité des entreprises est revenue au niveau 2022. Donc ici, on a eu la grosse hype de 2021, donc de l'été 2021, voilà, ouverture de toutes les grosses économies, on finit avec les confinements, donc retour du pouvoir d'achat. Mais ici, quand on voit du coup le S&P par rapport au pétrole, on est beaucoup moins catastrophiste que S&P tout seul. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà break la résistance. Donc ça a joué aussi avec la chute du pétrole, mais pour le coup, on a un retour donc de la productivité des actions des entreprises par rapport à leur consommation du pétrole, ce qui peut annoncer du coup un retour de la croissance. Donc voilà, le retour de la croissance se vérifie beaucoup mieux sur ce chart qu'au niveau du chart du S&P. Au niveau du coup des capitaux investis sur les marchés. Donc ici, vous avez l'indice du S&P sur les bonds du trésor. Donc, si le cours chute, c'est qu'il y a plus de capitaux qui s'investissent sur les obligations que sur les actions. Donc vous l'avez ici, vous l'avez ici. Donc voilà, on voit que ici, vous avez énormément de capitaux
qui étaient investis plus sur les actions que sur les obligations. Ce qui est normal étant donné que les obligations ne vous rapportaient du 0,5% quand les actions vous pouvez vous rapporter du 4 ou du 5. Donc on a eu le paradigme de la montée des taux qui a fait que la courbe stagnait. Donc les capitaux étaient rentrés autant sur les actions que sur les obligations. Généralement, le portefeuille d'investissement des grosses fortunes, c'est 60-40. 60 actions, 40 obligations. Donc techniquement, ce chart a pour vocation de monter. Mais quand vous avez des zones d'incertitude avec montée des taux, avec l'inflation, avec la chute de la masse monétaire, récession, croissance, déflation, inflation, etc., on peut avoir du coup une espèce de range qui va se former sur cette charte. Le fait qu'on vienne retester ce chart par le haut annonce une chose, les capitaux commencent à revenir sur les actions. Donc ça, on peut le vérifier premièrement sur cette charte, deuxièmement sur le fait qu'on a une chute des rendements obligataires à 10 ans, et troisièmement, on le voit aussi au niveau de l'overnight repo. Donc l'overnight repo, toujours dans son range, on a même eu un retour des capitaux à ce niveau-là, à partir du début mai, donc c'était une autre faillite bancaire. Mais personnellement, je price que 14 juin, annonce de fin de montée des taux, là on aura enfin la baisse de l'overnight repo et on quittera ce range, donc on quittera le bas de ce range des 2000 milliards de liquidités présentes dans la Fed pour qu'elles reviennent sur les marchés. Et là, si vous avez un break de ces 2000 milliards, donc vous avez déjà 200 milliards qui rentreront sur les marchés. 200 milliards sur les marchés, ça peut très clairement vous permettre de break cette résistance. Une fois que la résistance sera break, là on pourra faire donc des retours haussiers au niveau du S&P, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, etc. Et du coup, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, l'overnight repo et on a aussi donc les liquidités de la Fed. Donc les liquidités de la Fed, on était toujours sur ce canal baissier qu'on a quitté au niveau de mars. Donc ça, c'est les faillites bancaires. Faillite bancaire, donc ça c'était la faillite de Silicon Valley Bank qui a fait que voilà, gros retour de la liquidité sur les marchés pour la Fed. Là, on est revenu dans le canal baissier, mais on a une volonté de sortir par le haut. Donc si jamais 14 juin, on a voilà fin de montée des taux, mais on aura toujours le souci de certaines banques qui sont insolvables, on pourra avoir un retour de ces capitaux-là sur le marché, donc le bilan de la Fed qui passerait de 6 milliards à peut-être un retour aux 6400 milliards, qui pourrait être extrêmement bullish sur les marchés. Voilà, donc écoutez, après au niveau des annonces, alors semaine prochaine, on n'aura pas grand-chose. On aura l'indice HPI, donc l'indice des ventes immobilières américaines. On aura une nouvelle allocation initiale de chômage, donc on pourra toujours surveiller le marché du chômage. Le retour, après au niveau donc, du dollar australien, enfin au niveau de l'Australie, on aura taux de chômage, déblocation de budget. Mais voilà, en tout cas au niveau européen, on aura l'IPC. Au niveau américain, on aura du coup les indices de l'immobilier. Encore une fois, une publication de l'allocation initiale de chômage et le retour donc des montées des taux d'il y a du coup une semaine maintenant du FOMC et de la montée des taux de la BCE. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et patience pour le prochain FOMC pour peut-être break finalement ces résistances annuelles. Bonne journée à vous.